Dans un premier temps, nous allons donc traiter de la question suivante, en quoi finalement le monde d'après 1945 peut être caractérisé comme un monde bipolaire, c'est-à-dire dominé par deux grandes puissances, qui ici, vous le devinez bien, sont les États-Unis et l'URSS, dans le cadre de cette période que l'on appelle la guerre froide. Demandons-nous d'abord quelles sont les causes de cette guerre froide. Qu'est-ce qui fait que États-Unis et URSS entrent dans un conflit qui va durer un certain nombre d'années, c'est-à-dire jusqu'en 1991 tout de même. En effet, les premières tensions apparaissent quelques mois après la victoire. Joseph Staline, qui est le dirigeant de l'URSS, l'Union des républiques soviétiques socialistes, favorise la mainmise des communistes sur les gouvernements d'Europe de l'Est. En mai 1946, Winston Churchill, qui est le Premier ministre britannique, dénonce le rideau de fer qui s'est abattu sur l'Europe. Le télégramme que vous voyez ici, envoyé à gauche par Churchill au président américain Truman le 12 mai 1945, peut être vu comme le début de la guerre froide. Ce rideau de fer, d'abord symbolique, dont parle Churchill ici, prend une dimension plus réelle, plus concrète, à partir de 1952, où on voit clairement au sein de l'Europe une ligne militarisée qui va découper cette Europe sur plusieurs milliers de kilomètres. À l'ouest de cette ligne militarisée, on voit des pays ici représentés en bleu, qui sont des alliés des États-Unis, qui font partie de l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, et à l'est de cette ligne, les pays alliés de l'URSS, membres du pacte de Varsovie, et donc à majorité communiste. L'année 1947 peut être vue comme une année de rupture. En effet, le président des États-Unis, Harry Truman, déclare que désormais la priorité des États-Unis sera d'empêcher par des aides et des alliances l'expansion du communisme. C'est ce qu'on appelle la doctrine de l'endiguement, ou containment en anglais. La mise en application se fait dès le mois de juin. Les États-Unis proposent d'aider les pays d'Europe dans leur reconstruction d'après la Seconde Guerre mondiale, par ce que l'on va appeler le plan Marshall, qui est donc une politique d'aide économique apportée aux pays européens, qui par la même occasion s'allie aux États-Unis. C'est pourquoi vous pouvez voir à gauche ici l'oncle Sam reconstruire la France avec une truelle, ce qui symbolise ici l'aide économique apportée par les États-Unis. Bien entendu, cette offre elle est à la fois généreuse mais aussi intéressée, car cela permet au modèle américain de se répandre et cela empêchera aussi, par la même occasion, l'expansion du communisme. Bien évidemment, l'URSS et les pays du bloc soviétique rejettent le plan Marshall, comme vous pouvez le voir à droite, avec cette affiche du Parti communiste français qui représente ici les États-Unis comme une pieuvre qui serait en train de coloniser la France par le biais du plan Marshall. En septembre de la même année, Andreï Jdanov, ici à gauche sur la photo, à côté de Staline, répond à la doctrine Truman en affirmant que la priorité de l'URSS sera d'empêcher les États-Unis d'étendre leur impérialisme sur le monde. C'est ce que l'on a appelé par la suite la doctrine Jdanov. Ainsi, l'on comprend mieux les griefs qui sont reprochés par les États-Unis à l'URSS et l'URSS aux États-Unis. Alors tout d'abord, on peut voir que dans la doctrine de containment, donc de l'endiguement mené par les États-Unis, ceux-ci entendent défendre les libertés individuelles, la démocratie, alors que parallèlement, la doctrine Jdanov met en avant une forme d'anti-impérialisme qui serait celui des États-Unis. Eux aussi se font les défenseurs de la démocratie et de l'antifascisme. Les États-Unis, eux, défendent bien entendu le libéralisme, qui fait partie des valeurs fondatrices de ce pays, alors que, bien entendu, les dirigeants de l'URSS, Staline et Jdanov, qui est un homme politique proche de Staline, défendent, eux, bien entendu, le communisme. Les États-Unis reprochent à l'URSS d'être une dictature, d'être un pays autoritaire, d'opprimer sa population et aussi d'appliquer une censure. Face à cela, l'URSS reproche aux États-Unis leur impérialisme, c'est-à-dire leur volonté d'imposer leur marque et leur modèle aux autres pays, et aussi leur reproche d'être antidémocratique. Et comme nous l'avons dit, la manière dont on entend lutter de part et d'autre contre son adversaire est ici différente selon le pays. Les États-Unis, eux, mettent en place une politique d'aide économique vis-à-vis des peuples libres pour se reconstruire afin d'endiguer le communisme, alors que l'URSS, elle, s'appuie sur les partis communistes de chaque pays, ainsi que sur les mouvements d'indépendance et mouvements de libération nationale que l'on voit se développer dans les
Ainsi, assez rapidement, à partir de 1949 et la création de l'OTAN, eh bien, on s'aperçoit que le monde, petit à petit, se divise en deux grands blocs. Soit l'on est allié des États-Unis, faisant partie de l'OTAN ou non, mais on met en avant une doctrine plutôt libérale, et donc ce sont les pays représentés en bleu ici, donc les États-Unis, le Canada, l'Australie, mais aussi la majorité des pays d'Europe de l'Ouest. Face à cette alliance, eh bien, on remarque les pays représentés en rouge ou en rose ici, membres de l'URSS ou du pacte de Varsovie, qui est l'équivalent de l'OTAN, qui est une alliance militaire autour de l'URSS. Ici, on peut apercevoir par exemple des pays comme Cuba, comme l'Algérie par exemple, une fois qu'elle sera décolonisée, qu'elle deviendra indépendante, et d'autres pays africains, mais aussi des pays d'Europe de l'Est. Vous comprenez peut-être mieux désormais pourquoi l'on parle de monde bipolaire. Eh bien tout simplement parce que on remarque ici que le monde est divisé en deux grands blocs, bloc Est ou bloc de l'Ouest, bloc libéral face au bloc communiste, et finalement deux alliances militaires ici s'affrontent, deux modèles très différents, le modèle libéral américain face au modèle communiste soviétique. Alors il faut bien comprendre que ces deux pays, au sorti de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, deviennent deux hyperpuissances, mais sont deux modèles totalement opposés et qui ont la particularité tous les deux d'être des modèles universalistes, c'est-à-dire qui ont pour vocation à s'étendre partout dans le monde. Alors, le modèle américain, c'est une démocratie, c'est aussi une république, avec un attachement aux libertés fondamentales, comme la liberté de culte, d'expression, de propriété, alors qu'à contrario, l'URSS, elle, donne l'apparence d'une démocratie, avec des élections, mais en réalité, il n'y a qu'un seul parti, le Parti communiste soviétique, et il ne faut pas non plus oublier que l'URSS pratique, sous Staline, en tout cas, une politique de terreur et de répression très forte. Le modèle économique et social est aussi, lui, très différent entre ces deux pays. La société américaine, elle, aspire au bien-être et au confort matériel, et l'économie fonctionne selon le principe du libéralisme, c'est-à-dire l'idée d'une libre propriété et de la gestion de la société par des individus. En face, les soviétiques, eux, ont un idéal social très différent, qui met d'abord en avant, peut-être avant la liberté, la notion d'égalité, et aussi l'économie passe par une collectivisation. La collectivisation, c'est la mise en commun des moyens de production. Par exemple, ici, on peut évoquer les fermes d'État qui sont appelées sovkhozes et dans lesquelles, finalement, les terres appartiennent à la collectivité. Alors, ces deux modèles politiques, économiques et sociaux très différents tentent de se développer et de convaincre par le biais de la propagande. Ici, vous avez par exemple à gauche une affiche de propagande américaine qui montre bien tout le malheur qui arriverait aux États-Unis si celle-ci tombait sous le joug du communisme. Et à droite, ici, vous avez une affiche soviétique qui montre face à l'américain portant la bombe atomique, toute la raison qui viendrait du peuple russe. Cette propagande ne passe pas seulement par le biais des affiches, mais passe aussi par le biais du cinéma, par exemple, de la presse, ou encore de la télévision et de la radio. Durant cette guerre froide, un territoire en particulier peut être vu comme un des symboles de cette opposition entre Union soviétique et États-Unis. Il s'agit ici, bien entendu, de l'Allemagne. À partir de mai 1945, l'Allemagne est occupée par les Alliés, c'est-à-dire les Américains, les Anglais et les Français, ainsi que les Soviétiques, et est divisée en 4 zones d'occupation. Berlin se trouve en zone soviétique et est elle-même divisée en 4 zones, américaines, britanniques et françaises à l'ouest, soviétiques à l'est. L'Allemagne et Berlin sont un symbole de la guerre froide, avec 2 moments clés, 2 grandes crises dont nous allons parler. À partir de mai 1945, l'Allemagne est occupée par les Alliés, c'est-à-dire les Américains, les Anglais et les Français, ainsi que les Soviétiques, et est divisée en 4 zones d'occupation. Berlin se trouve en zone soviétique et est elle-même divisée en 4 zones, américaines, britanniques et françaises à l'ouest, soviétiques à l'est. L'Allemagne et Berlin sont un symbole de la guerre froide, avec 2 moments clés, 2 grandes crises dont nous allons parler. Première crise, tout d'abord, c'est ce qu'on a appelé le blocus de Berlin. Alors en 1948 et 1949, le dirigeant de l'URSS, Staline, veut chasser les Occidentaux de Berlin en ordonnant le blocus de la ville. Toutes les routes et toutes les voies de chemin de fer menant à Berlin-Ouest sont barrées.
Les États-Unis ripostent par un gigantesque pont aérien que vous pouvez voir sur la droite, c'est-à-dire des avions qui font des allers-retours sans cesse, et Staline doit finalement se retirer. Suite à cette tentative de blocus et de récupération de Berlin par les soviétiques, en septembre 1949, la partie ouest de l'Allemagne devient un État, la République fédérale d'Allemagne, et en riposte, en 1950, les soviétiques créent la RDA, République démocratique d'Allemagne. La deuxième grande crise que connaît l'Allemagne, et notamment Berlin, durant cette guerre froide, c'est la construction du mur de Berlin. En effet, appuyés par les soviétiques, les autorités d'Allemagne de l'Est décident de construire un mur pour isoler Berlin-Ouest. Officiellement, c'est pour empêcher les espions de l'Ouest de venir en RDA. En réalité, c'est pour empêcher les Allemands de l'Est de fuir vers l'Ouest, attirés par l'énorme développement économique. Ce mur de Berlin va devenir un des symboles de la guerre froide. D'ailleurs, 2 ans plus tard, le président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, vient y prononcer un célèbre discours dans lequel il se montre solidaire du bloc occidental et de Berlin-Ouest en déclarant « Ich bin ein Berliner », ce qui signifie « je suis berlinois ». Ce mur ne va pas cesser de s'élargir d'année en année et pour devenir quasiment infranchissable, car de 1961 à 1989, année de sa destruction, celui-ci aura séparé des familles et des amis qui pourtant vivaient auparavant dans la même ville, mais qui n'auront pu se voir durant une trentaine d'années. Au-delà de l'Allemagne, cette guerre froide prend la forme d'une compétition entre ces deux pays dans tous les domaines, dans les domaines scientifiques, technologiques, mais également sportifs, y compris, vous imaginez bien, dans le domaine de l'armement. Et de fait, tout affrontement direct, tout affrontement armé direct entre les deux pays est évité, notamment parce que ces deux États possèdent l'arme atomique, comme vous pouvez le voir sur cette caricature. Cependant, des tensions, voire des conflits ont lieu dans les régions périphériques. On l'a vu par exemple à Berlin en 1948 et 1949 lors du blocus. Mais on peut aussi évoquer par exemple la guerre de Corée qui voit s'affronter les deux grands, que sont les États-Unis et l'URSS, sur un terrain d'affrontement qui n'est ni les États-Unis ni l'URSS, mais un autre terrain qui est celui de la Corée. Cette guerre durera 3 ans, de 1950 à 1953. Alors il faut savoir que la Corée a été séparée en 2 après 1945, puisqu'elle avait été libérée par les Américains au sud et par les Soviétiques au nord. La ligne de séparation entre le nord et le sud d'ailleurs est le 38e parallèle, comme aujourd'hui encore c'est le cas. En juin 1950, l'armée de la Corée du Nord, pro-communiste, franchit la ligne de séparation et envahit la Corée du Sud, elle, pro-occidentale. Au nom de la politique d'endiguement, c'est-à-dire empêcher l'avancée du communisme, les États-Unis font alors appel à l'ONU pour établir la paix en Corée. En septembre 1950, la Corée du Sud et les forces occidentales reprennent l'offensive et envahissent pratiquement la Corée du Nord, soutenue par la Chine. La guerre s'achève après une contre-attaque de la Corée du Nord. L'armistice est signé en juillet 1953 et rétablit la frontière entre les deux Corées au 38e parallèle. Mais attention, aucun accord de paix n'a été signé en 1953, ce qui signifie que Corée du Nord et Corée du Sud sont officiellement encore toujours en guerre. Pour citer une autre crise de la guerre froide, on pense bien entendu à la crise des missiles de Cuba, où on a atteint une forme d'apogée du risque atomique durant cette guerre froide. Pour plus de précisions sur la crise des missiles de Cuba, je vous laisse faire votre propre recherche à ce sujet. Après cet épisode des missiles de Cuba, on rentre dans une période de détente entre les deux superpuissances qui permet d'apaiser les tensions avec davantage de dialogue entre la Maison-Blanche et le Kremlin, dans une période qu'on peut délimiter de 1962 à 1975. Le président américain Ronald Reagan, qui dirige les États-Unis entre 1980 et 1988, relance la course aux armements. Mais l'URSS, affaiblie par son intervention en Afghanistan, ne peut pas faire face et entre dans une grave crise économique et politique. Dans le même temps, le nouveau dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev tente de réformer le pays, tout d'abord en intégrant davantage de libéralisme dans l'économie, c'est ce qu'on appelle la perestroïka, ainsi que par sa politique de glasnost, qui signifie transparence, qui est la mise en place de davantage de libertés fondamentales dans la société, notamment la liberté d'expression ou liberté de la presse.
La chute des démocraties populaires en 1989 et la dislocation du bloc soviétique, ainsi que la chute du mur de Berlin, entraînent l'éclatement de l'URSS à la fin de l'année 1991. C'est la fin de la guerre froide.